Bonjour au Presse Club avec Mboko François. Il nous fait l'honneur de participer à cette émission, dernière émission, quand je parle de dernière émission, notre dernière émission avant le grand rendez-vous, le Forum international de la presse internationale, ou la liberté de la presse, contre l'impunité et également le droit de l'homme. Vous êtes aussi participant à ces forums. Je tenais aussi à vous rendre hommage par rapport à votre apport financier. Vous avez apporté quelque chose à notre organisation. Vous voyez, ça va se passer ici. L'investissement que nous, les journalistes, qu'on appelle nos fonds propres, qui ont été engagés par rapport à cela, ces fonds-là ont été soutenus par votre mouvement qui est l'UCD, donc l'Union congolaise de la diaspora. Je tenais à vous rendre hommage et également l'ensemble des journalistes qui travaillent avec nous, qui sont bien entendu les journalistes congolais de l'espace Schengen. Merci encore, Président Mboko. Alors, dites-moi, Monsieur Mboko, que pensez-vous de cette organisation? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que je pense qu'aujourd'hui, les journalistes congolais sont en train de démontrer de quoi ils sont capables. Parce que c'est vrai qu'au Congo, on n'a jamais la chance d'avoir de grandes personnalités comme on voit aujourd'hui dans la diaspora. Il y a des journalistes qui sont mieux, qui sont capables de pouvoir aussi porter l'état des droits, la liberté d'expression au Congo. Et dans ce sens-là, j'aimerais aussi appeler les Congolais à pouvoir soutenir aussi nos frères journalistes qui essaient de faire un boulot énorme, parce que nous sommes en train de voir qu'au Congo, on est en train de massacrer les journalistes. Depuis l'arrivée de M. Kabila au pouvoir, il y a plus de 17 journalistes, je pense, assassinés. Et je tiens aussi de mon côté à remercier vous tous qui sommes là pour essayer d'aider cette population et d'aider aussi de porter la voix, voilà, de porter sur la voix de la population qui souffre, parce que vous êtes des porte-voix. Nous avons vu aussi de personnalités comme M. Chebea qui est décédé, qui est parti pour le Congo. Donc grâce à vous, les journalistes, que vous avez pu dénoncer toutes ces choses-là, mais jusqu'à aujourd'hui, nous attendons des explications de la mort de M. Chebea. C'est vrai, vous avez raison. Nous attendons les explications avec des procès bâclés. John Numbi arrêté en résidence surveillée, aujourd'hui en fuite vers l'Afrique du Sud. On l'a laissé partir. Et ce qu'on apprend encore, qu'il va pouvoir revenir pour occuper son poste d'attente. Donc ça montre bien que l'impunité règne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous organisons ces forums pour mettre les doigts, indexer tous ces faiseurs de troubles en RDC, tous ces gens qui ces fourvois, qui foulent aux pieds en fait la liberté d'expression, qui foulent aux pieds aussi, mais bien sûr, le droit de l'homme. Le but de notre forum, c'est cela même. Ces forums, ça va nous ramener vers la mise en place d'un observatoire. Mais on n'en parlera pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le biscuit qu'on donnera le jour de notre congrès. Mon cher Président, dites-nous, il y a des choses de remue-ménage en RDC.
Il y a Kengwa Dondo qui cherche des alliances. Il est parti voir le groupe les forces acquises au changement, menées par notre ami Lusanga Bonganga. Après, il va voir MLC de Jean-Pierre Mbemba. Il reçoit une fin de non-recevoir, donc on ne veut pas entendre parler de lui. Que pensez-vous de M. Kengwa Dondo? Je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais commence à prendre conscience de tous ces personnages qui ont pu détruire la République il y a tant d'années. M. Kengwa Dondo n'a jamais été là pour le bien du peuple congolais. Et nous sommes en train de voir maintenant qu'il est en train il veut torpiller encore, parce que comme d'habitude, ils veulent s'asseoir, continuer. Ils ont fait les lits de Kabila qui est arrivé, ils l'ont bien reçu. Et c'est pour cela, nous, la jeunesse, nous nous souvenons, je pense que les Congolais doivent avoir cet esprit de faire la lecture surtout. Donc ils vont voir, il faut qu'ils arrivent à lire, à faire la lecture dont nous avons vu sur les ajustements structurels avec les Fonds monétaires internationaux. Et c'est que vous prenez, ils recevaient les intérêts. Et c'est ça qui a poussé qu'aujourd'hui, nous avons vu que tout est par terre. Les Congolais n'ont plus de dispensaires, ni d'hôpitaux, ni des écoles. Donc voilà, ils ont supprimé même les bourses, tout ce qui est bourse d'études. Donc voilà que ces mêmes personnages continuent à détruire les peuples congolais. Mais nous n'allons plus nous laisser faire. Bien qu'ils ont des moyens, bien qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont détourné au temps de Mobutu, mais nous, aujourd'hui, nous sommes là, et grâce à vous, les médias, nous arrivons à nous exprimer pour dénoncer tous ces malentendus. Oui, et c'est plus que même malentendu parce que vous avez expliqué quelque chose d'essentiel et je dois répondre à ce que vous venez de dire sur l'ajustement structurel où le Fonds monétaire international avait mis en place ces plans qui, entre guillemets, social, qui permettaient à la fois d'écarter l'essentiel, de remettre en place seulement de mécanismes pour pouvoir payer les dettes, enfin rembourser l'argent, les intérêts au Fonds monétaire international. Ou le rôle de Kengwa Dondo dans cette histoire, je rappelle pour histoire, était d'ailleurs d'être, comme on dit, au point pour rembourser ses dettes, mais derrière cela, ses intérêts, quand il remboursait ses intérêts, il avait des intérêts aussi derrière. Il avait un pourcentage. Voilà. Donc il a bénéficié pendant 11 ans de ses pouvoirs, à récupérer, c'était on me dit en français, un bon élève du Fonds monétaire international. Donc il a fait sa fortune sur le dos de pauvres Congolais. C'est pour cela, moi je me permets... J'ai bien rappeler aux Congolais. Ouais, je tenais aussi lancer un appel à nos amis de l'extérieur. C'est-à-dire que le Congo a des amis. Le Congo est en train de se chercher là. Donc, mais par contre, nous sommes là pour pouvoir prendre l'élan pour les changements vrais, parce que nous avons vu qu'ils nous ont ramené plusieurs changements qui n'ont pas d'effet. Aujourd'hui, la population n'a pas à manger, la population, les enfants ne sont pas scolarisés, et les parents n'ont pas des salaires parce qu'ils ne peuvent pas donner à manger, ils ne peuvent pas s'aimer, parce qu'ils sont réduits, ils sont poussés à l'extrémité de la souffrance pour que la corruption puisse s'asseoir. Voilà pourquoi nous, l'ICD, nous avons l'ambition de pouvoir mettre comme cheval de bataille, c'est vraiment l'anticorruption, pour pouvoir essayer de demander des comptes. Nous n'avons pas, loin de là, l'esprit de vengeance, non, pas vraiment, mais nous voulons tout simplement qu'il y ait de la clarité, parce que même, on ne va pas toujours dire que c'est les Occidentaux qui détruisent le Congo, mais entre-temps, les Mamouds sont toujours là, nous-mêmes aussi, nous devons apprendre, preuve que vous nous avez remercié au nom de l'organisation du 27 mars, et que nous, l'ICD, nous nous sommes battus entre nous, les amis. C'est-à-dire que nous n'avons pas de financement pour l'instant. Mais nous demandons, voilà. Nous essayons de demander aux amis qui peuvent nous soutenir qu'il faut qu'ils viennent sans peur, parce que nous ne sommes pas des gens qu'on peut venir corrompre demain. Parce que nous donnons notre parole, que les Congolais puissent nous faire confiance pour pouvoir avancer. Et toutes ces personnes-là ont fait que le pouvoir de l'opposition de Kinshasa n'arrive pas à accéder au pouvoir parce que les mammouths sont là. Les mammouths sont là, effectivement. C'est vrai, on voit dans ce que vous dites, monsieur Mboko François, un souci évident de la RDC. Mais certains disent en RDC, parce qu'il y a le gouvernement en place qui aujourd'hui va être renouvelé. Hein, comme on voit, on entend que voilà, on va remettre en place un gouvernement soi-disant d'union nationale, à la tête toujours
Matata Pognon, parce que d'après eux, il fait de prouesses importantes, c'est-à-dire qu'il a ramené une croissance assez élevée en RDC. Ben, nous, je pense qu'on avait dénoncé déjà les concertations, parce que tout est parti par les concertations. On avait dénoncé que ça ne portera pas grand-chose. Preuve qu'on est là 5-6 mois pour rien. Donc le peuple est en train de souffrir tous les jours. Et nous sommes en train de voir qu'au niveau du panier de la ménagère, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de concret. Donc il y a 95% de chômage au Congo. Il y a, la population y vit avec 1,7 $. Donc, par jour, ça ne fait pas grand-chose. Donc, nous sommes en France, mais rien que les tickets de bus, ça fait 2 € par jour, donc c'est insuffisant. Mais nous disons pas que nous allons finir toute la misère du monde. Mais nous voulons tout simplement, si cette population gagne 1,7 $ par jour, qu'il arrive au moins à 4-5 $ par jour. Et nous sommes en train de voir aussi que quand on parle de la croissance, voilà, le budget par exemple de l'Angola de la RDC, ça fait quoi 8 milliards de dollars. Oui, à peu près 8 milliards de 300 000. Voilà. 8 milliards 300 à peu près. 8,2 milliards, oui. Ça, bon. Mais entre-temps, l'Angola donne 57 milliards. Donc, son budget national. Voilà, bien national. Donc nous pensons que nous sommes capables de changer les choses de l'intérieur de la RDC. Donc nous allons arrêter cette machine qui broye la population tous les jours. Notre souhait, c'est que nous appelons à nos amis qui peuvent nous soutenir, de croire en nous, et nous appelons à nos amis de pouvoir savoir que nous sommes là. Il y a des intellectuels qui travaillent dans les CD, qui sont prêts pour le changement, pour tout ce qui est l'alternance politique au Congo. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces points. Donc pour vous, la croissance de 8,3% de la RDC, c'est bon, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que nous sommes en train de voir tous les jours que la population est en train... Il n'y a pas de progression. Ils nous ont parlé de la modernisation du pays. On n'a rien vu. Et j'ai l'impression, comme j'ai dit dans mes dernières déclarations, que comme si c'est maintenant qu'ils se réveillent après 13 ans de souffrance. Après la prise des pouvoirs par la force, après de tout détruire, ils veulent maintenant, je ne vois pas comment nous pourrons encore supporter les 2 ans et qu'on est en train de nous pousser avec des faux candidats déguisés en opposants pour dire que... Vous voulez parler de Vital Kamerhe? Clairement, parce que... Alors, Vital Kamerhe, alors vous le voyez, il a été empêché d'aller dans l'est de la RDC. On l'a empêché d'aller dans l'est de la RDC, on l'a empêché encore de revenir vers Kinshasa. Toutes ces affaires-là, comment analysez-vous cela? Mais je pense que le peuple congolais doit aussi aimer la lecture. Donc je ne suis pas là pour juger Kamerhe, mais je suis là pour montrer les effets. C'est-à-dire que nous avons vu sur Wikipédia est en train de nous expliquer sur tout ce qui est biographie de M. Kamerhe. Et nous devons aussi comprendre que d'après Wikipédia, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Wikipédia qui l'a dit. Wikipédia dit que M. Kamerhe a été, il est arrivé, bon, c'est vrai qu'ils disent qu'il est né au Congo, ça c'est ce qu'ils disent. Mais par contre, ils disent qu'il est là pour la politique rwandaise. Et aujourd'hui, le Congo est... Qui dit que Wikipédia, qu'est-ce qu'il dit Wikipédia? Parce que vous savez, avec Wikipédia, on peut le modifier, les éléments qui sont dans Wikipédia. Tout le monde peut intervenir dans Wikipédia pour apporter une certaine modification. Donc Wikipédia, ce n'est pas vraiment la Bible d'une Voilà, vérité. mais déjà, au moins, il y a quand même des éclaircissements dans cet organisme qui essaie de dire des choses que peut-être nous ignorons. Donc nous avons essayé, nous sommes partis voir quand même sa biographie. Moi, je pense que il ne faut pas aussi que les Congolais oublient qu'il y avait un dépeuplement du peuple de l'Est. Ça, c'est des choses qu'on doit aussi comprendre, qu'il y avait un peuple qui a été déplacé. Maintenant, aujourd'hui, nous pensons que M. Kamerhe, il est là au Congo. Mais il faut aussi qu'il se mette en réserve de la République. Mais aussi, tant qu'un démocrate qui soit, que je reconnais, il faudrait aussi qu'il puisse respecter la Constitution congolaise. Qui nous dit que ceux qui doivent briguer la magistrature suprême doivent être nés de pères congolais et de mères congolaises. Pardon. Donc il faudrait maintenant que nous notre souhait c'est de ramener la démocratie. Nous ne voulons plus qu'il y ait 10 ans, 50 ans d'un homme au pouvoir, non. Alors, je poserai la question parce que vous êtes un grand démocrate, ça incontestablement je peux le dire.
Monsieur Mboukou, la question qui turlupine tous les Congolais de la diaspora, vous savez, vous êtes venu de la diaspora, moi je suis venu de la diaspora il y a 33 ans, j'ai eu à vivre une vie dans la diversité, en ayant de conquêtes, entre guillemets, si on veut, des relations, le mariage, même aller jusqu'au mariage, de gens qui ne sont pas issus de ma communauté, issus d'autres communautés. Donc en ayant des enfants issus de la diversité, comment vous allez vous arranger avec cette histoire de l'article 10 de la Constitution? Nous sommes en train de travailler sur la nationalité congolaise, parce que nous avons tout simplement remarqué que c'est vrai qu'il y a des... Au Congo, il y a plus de 430 ethnies. Ouais. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faudrait que les juristes, c'est pour cela nous lançons aussi l'appel aux juristes. Oui, qui travaillent là-dessus, mais nous avons déjà commencé à travailler sur la nationalité. Mais déjà, j'ai vu votre programme de société qui est déjà éloquent, qui explique tout ça. Et nous évitons d'en parler plus, parce que ceux qui veulent bien comprendre ce que nous faisons, ils n'ont qu'à nous approcher. Ils ont les coordonnées de l'UCD, de l'Union des Congolais de la diaspora. Donc il y a déjà des intellectuels qui sont là, il y a des juristes qui sont là, il y a des anciens procureurs de la République au Congo qui sont avec nous. Donc nous pensons déjà travailler dans le sens que la nationalité congolaise, on ne peut pas l'attribuer collectivement. C'est-à-dire que celui qui veut bien acquérir la nationalité congolaise, il faut qu'il fasse la demande. Et aussi, à condition qu'il ne puisse pas avoir les sangs dans ses mains. Les sangs dans ses mains, effectivement, mais vous n'avez pas trop répondu donc à la question, parce que c'est un travail que vous êtes en train de faire, et parce que ça poserait un problème le jour où tous ces enfants-là vont vouloir rentrer au pays, et ils s'habiteront à un problème réel de... C'est pour cela, si je me permets, M. Bongos, de vous couper tout simplement. Avec plaisir. Voilà, pour vous dire que nous évitons tout ce qui est droit du sang. Nous voulons le droit du sol. Voilà, je pense que c'est dans cette optique-là nous pensons avancer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire aussi qu'au Congo, un tel ne peut pas vivre, un tel a le droit de vivre, un tel n'a pas le droit de vivre. Même ces gens-là aujourd'hui qui nous attaquent, ils ont le droit de vivre au Congo, mais à condition de respecter les lois de la République. Et que les lois soient respectées. Donc vous êtes un républicain, donc vous êtes au respect de la loi de la République. Tout à fait. Voilà. Donc, M. Mboukou, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Alors, tout ce qui est intéressant va aussi dans la logique de choses, parce que on voit tout ce qui se passe en RDC. Depuis 13 ans aujourd'hui, nous avons à la tête de la RDC quelqu'un qu'on montre du doigt, qu'il n'est pas congolais. D'autres disent qu'il est congolais. Mais si on regarde son passé, et son passé a commencé en 1997, enfin 96. Mais avant, personne ne connaissait cet homme. Et alors aujourd'hui, on est en train de dire qu'il ne brillera pas, il ne va pas modifier la Constitution. C'est que Minako a dit, le président de l'Assemblée nationale, c'est qu'encore le gouverneur David Province de Kinshasa vient de le dire. Qu'en pensez-vous de tout cela? Déjà, moi, je vais vous dire quand même que j'ai fait mes études primaires. Je dois savoir où j'ai fait mes études primaires au Congo. J'ai fait mes études primaires au Congo. J'étais un ancien collégien de Lukula. J'ai fait mes études primaires à Kinshasa. Secondaire à Kinshasa. Et puis voilà, donc je pense que on doit aussi avoir ses amis qui ont grandi avec. Moi, j'ai mes amis qui ont grandi avec moi. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont à Paris, en Europe, j'en ai partout, mes amis. Donc, quelque part, je viens de quelque part. Mais c'est vrai que cette histoire est un peu floue. Quand même, le peuple doit savoir qui est à la tête du pays. Et moi, je pense que aujourd'hui, cette histoire de M. Kabila, si son ministre, que les journalistes français ont dit répliquer en nous disant que vous parlez beaucoup plus que votre chef, je pense que ça devait le faire réfléchir. Mais par contre, pour ces messieurs, nous, il n'y a rien qui nous garantit qu'il ne va pas se représenter en 2016. Il n'y a rien du tout. Donc, tant qu'on n'a pas la clarté, et surtout aussi, mais c'est Maloumalou on est parti rechercher encore les anciens, les mêmes personnes qui ont commis des graves erreurs de corruption ou des tricages d'élections en 2006, vu qu'aujourd'hui notre frère, Bemba est toujours en prison. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut quand même revoir. Bemba, c'est un Congolais, il a voulu, peut-être dans sa façon de voir les choses, mais c'est vrai qu'il lui-même, il a dit qu'il a commis, il a fait des erreurs. Mais par contre, on n'en veut pas trop. Mais le problème, c'est qu'il faut que la vérité soit connue. Il faudrait que M. Kabila
puisse partir, donc avec son régime. Il faudrait qu'il puisse arrêter de nous passer du temps pour rien, de nous passer la main pour que nous puissions développer notre pays, pour que cette population puisse au moins savoir qu'il y a au moins des hommes. Nous ne sommes pas des anges, mais au moins nous essayons de porter un plus pour cette population qui souffre. Et nous pensons aussi que la culture de ne rien faire, de pouvoir tout gagner sans rien faire, je pense que cette culture doit passer, doit vraiment être supprimée au Congo. Monsieur Mboukou, on continue toujours dans notre déroulé, notre débat qui est assez passionnant. Mais il y a une passion aujourd'hui qui se cristallise au niveau de notre communauté. Une passion terrible où on parle des génocides congolais, qui est évident avec des rapports, etc. On parle également de l'agression de la RDC. On parle également de ce que les Rwandais sont en train de piller en RDC. Mais tout cela, ça vous augure quoi? Comment fera-t-on pour arrêter ces massacres? Qu'est-ce qu'il y a réellement entre le Rwanda et la RDC? Monsieur Bongo, vous savez, cette invasion rwandaise, ougandaise et puis d'autres, il faudrait aussi qu'on puisse, nous les Congolais, qu'on puisse savoir l'origine de cette histoire. Vous savez, en 1994, il y avait l'opération turquoise. Effectivement, ils sont venus aider un tout petit peu les réfugiés. Mais au-delà de toutes ces choses-là, l'ONU avait proposé à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être M. Mobutu devait recevoir 1 milliard. Au départ, il contestait. Après, il contestait comment? Qu'est-ce qu'il disait? Au départ, il ne voulait pas. Après, il ne voulait pas faire quoi? Il ne voulait pas recevoir ce Rwandais. Mais du coup, on lui a proposé de l'argent, effectivement, plus de 1 milliard par année. Mais ils ont oublié qu'il y avait plus de 400 000 réfugiés qui sont entrés dans le couloir. Et ces 400 le couloir humanitaire ouvert par les Nations Unies. Effectivement, c'est là le problème. Mais il faut aussi savoir que nous devons réfléchir. C'est vrai que nous pouvons accuser les gens. Nous pouvons être dans la... Vous pouvez le dire, si vous voulez dire le nom. Bon, on n'est pas là à spéculer. Voilà. Mais par contre, il faut au moins que les Congolais puissent, au moins, comme on dit, ils doivent ouvrir maintenant les yeux grandement. Parce que le problème du Rwanda, le Rwanda est arrivé tout simplement parce que lorsque... Il est arrivé en RDC. Voilà, lorsque les réfugiés sont arrivés, ils ont ramené tout ce qui est trésor. Tout ce qui est trésor de la banque, ils l'ont ramené au Congo. Je ne défends pas les Rwandais. Il ne faut pas que les gens puissent... Parce que ce que je dis, c'est pour les intellectuels, ils doivent comprendre que nous connaissons beaucoup de choses. C'est pour cela, maintenant, je commence à l'ouvrir quand même. Parce que c'est vrai que je suis resté beaucoup dans le silence. Mais je pense qu'il faut que je l'ouvre. Comment ça parle maintenant? Oui, je vois que mon pays est en train vraiment de sombrer. Parce qu'il y a des amnésiques, les gens qui oublient que voilà, ils ont commis des choses extrêmement graves. Bien sûr. Il faut dénoncer. On connaît, il y a des dossiers qu'on connaît. Mais je veux vraiment demander aux Congolais leur soutien total. Allez-y alors, voilà, expliquez-nous. Les Congolais nous aident pour qu'on puisse continuer cette lutte. Alors vous parlez des bons trésors, voilà, au niveau des bons trésors, de l'or, des diamants, l'argent, et tout ce qui est logistique militaire. Ils ont ramené au Congo et puis ils ont amené ils ont déposé tout ça à la banque de Bukavu. Voilà. Quelle banque Zaïre Banque de l'époque, banque Zaïre de l'époque. Et cet argent-là, je pense que ceux qui ont été les premiers ministres de l'époque, ils sont au courant. Mais n'oublions pas que nous sommes quand même un pays... Le premier ministre, on le connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? M. Kengo est au courant de ces problèmes. Maintenant, n'oublions pas aussi que nous sommes quand même un pays laïque et aussi à 90%, je peux dire, chrétien. Et tout ça aussi, c'est de la malédiction. N'oubliez pas que je suis un pasteur. Oui. Ça, c'est de la malédiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? C'est des choses qu'ils ont ramenées au Congo et qui n'est pas à eux. Ils doivent maintenant savoir que les problèmes, c'est que les Rwandais sont au Congo par rapport à toutes ces portes, des grandes portes de la cupidité qu'ils ont ouvertes. Et voilà la conséquence aujourd'hui, c'est les... C'est-à-dire qui a pris cet argent? Il faudrait poser des questions. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré cet argent-là. Alors moi, je faudrait poser des questions. Oui. Vous êtes un journaliste d'investigation. Il faudrait aussi maintenant chercher à poser des questions à tous ces gens qui étaient tout autour de Mobutu à l'époque. Donc nous, on est là, on travaille dur et on veut vraiment que notre pays
cette fois-ci, puisse décoller. Alors, si j'ai bien compris, c'est de là où les Rwandais, quand ils ont récupéré donc, le Rwanda, Kigali, donc avec l'armée patriotique rwandaise, Kagame à la tête, ils récupèrent Kigali, après ils réclament cet argent-là devait être rapatrié au Rwanda. Je viens comprendre. Alors donc, le président rwandais réclame qu'on puisse lui rendre son argent, l'argent de son trésor, enfin de sa banque, pour que son économie puisse tourner, parce qu'il n'y avait plus rien au niveau de banque. Alors, qui a pris cet argent-là? Parce que d'après ce que j'ai aussi comme information, vous direz que je connais aussi cette affaire, qu'on avait délégué quelqu'un de la sécurité, que je ne vais pas citer les noms, qui est parti à Bukavu, de l'ordre de Mobutu, pour ramener cet argent-là à Badolit. Mais pour cela, nous, la jeunesse, nous sommes contre tous ces mammouths. Nous voulons cette fois-ci que... Et donc, alors, à ce moment-là, donc, comme le Rwandais n'ont pas récupéré leur argent, c'est avec les militaires qui sont venus. Ah ben oui, preuve que ces gens-là, ils devaient nous dire au moins la vérité avant de partir. Ils devaient nous dire au moins que non, réveillez-vous parce que vous êtes envahis. Mais ils sont partis. Et aujourd'hui, regarde les Congo. Bon, ils ont dit que ça sera les déluges. Mais je sais qu'un jour, les déluges prendra fin. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Donc nous garantissons à nos amis qui sont nos voisins que lorsque nous allons arriver pour pouvoir essayer d'aider cette population, aider ces pays, nous allons mettre de l'ordre dans tout ça. S'il s'agit qu'on puisse rembourser des choses, s'il s'agit qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire, on doit régler faire un état de lieu. Voilà, pour pouvoir régler ces problèmes, pour qu'on vive en paix. Parce que c'est vrai que nous avons payé cher, plus de 8 millions de morts. C'est comme si à cause de la cupidité, c'est comme toute la population de la Suisse qui est rasée. Donc moi je pense que c'est dur pour nous les Congolais, on a subi des choses. C'est pour cela, nous la jeunesse, nous sommes prêts à prendre les choses en main. Nous demandons à tous nos aînés de pouvoir nous aider pour pouvoir rebâtir cette République dont je remercie plusieurs anciens dignitaires que j'ai rencontrés qui m'ont donné beaucoup de force, qui m'ont vraiment soutenu et qui m'ont dit François, il faudrait y aller en avant. Et c'est ce que je commence à faire parce qu'on a gardé beaucoup le silence, mais je pense que le silence tue. Et nous voyons qu'aujourd'hui au Congo, on tue les gens, on massacre, on tue, on assassine les jeunes, les 30 décembre, mais personne n'a l'ouvert pour dire des choses. Et je pense que ceux qui ont commencé à militer contre Malou Malou, moi je les soutiens, il faudrait que Malou Malou puisse dégager. Alors, donc tu soutiens donc au Sauvons le Congo avec la mise en place de cette pétition organisée par notre ami Martin Fayoulou, qui est en train de sensibiliser toute la RDC afin de dire non à Malou Malou et d'écarter complètement Malou Malou. Je pense qu'ils sont arrivés à plus de 90 000 signatures déjà, je pense que j'ai dû comprendre. Et nous les encourageons de continuer. Et puis, comme M. Mende a dit qu'ils étaient des démocrates, et maintenant, nous allons commencer les actions pour pouvoir bouter ces pouvoirs dehors. Alors, parce que nous n'allons plus attendre jusqu'en 2016 pour faire quoi? Déjà, alors, il n'a pas été élu. Vous irez en élection alors, aux élections, pardon. Vous irez aux élections? Ben, aux élections, nous ne refusons pas les élections. Mais avec quelles conditions qu'on doit aller aux élections? Avec quel candidat aussi? Avec quel candidat? Parce que M. Kabila dit qu'il ne sera pas là par la bouche de son porte-parole qui parle que du mensonge chaque fois. Il produit plus de mensonges que de vérités. Donc nous ne croyons plus à ces gens-là. Alors Kamere a dit il faudra que lui-même le dise devant tout le monde qu'il n'ira pas en 2016. Là, effectivement, je peux rejoindre M. Kamere par rapport à cette parole-là. Effectivement, on ne peut pas dire toujours qu'on doit être à l'extrême, on ne doit pas rester à l'extrême, dire que je l'aime pas. Non, dans la politique, on doit aussi, dans la démocratie, on doit honorer, on doit aussi respecter les opinions des autres. Et quand M. Kamere dit qu'il va pouvoir, que M. Kabila l'a dit lui-même, effectivement, oui. Effectivement, et en plus de cela, avec quelle garantie? Nous devons avoir des garanties. Donc maintenant, si M. Kamere est dans l'opposition vraie, il devait maintenant faire sortir la population dehors. Tout simplement, il faudrait que maintenant qu'il y ait l'union sacrée tout autour du président élu pour pouvoir maintenant bouter dehors cette imposture. Alors, moi, je reviendrai sur ces présidents élus. Nous sommes à presque à 2 années des échéances électorales. On le sait. D'après les informations venant des bureaux feutrés de la communauté internationale ici,
que c'est impossible d'organiser des élections présidentielles en 2016. Voilà ce qui est dit, ça c'est clair. Alors, que pensez-vous de tout? Donc, on va sortir de la Constitution, là. Donc, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus une République parce qu'on va sortir de la Constitution. Tout à fait, c'est pour cela qu'il faut déjà qu'il y ait une révolution au Congo. Déjà, il n'y a plus d'État parlement, il n'y a plus d'État. Alors, on sortira complètement du cadre constitutionnel. Donc, il faudrait maintenant que le peuple puisse donner un coup de pied dans la fourmilière, tout simplement, et après réorganiser les choses. Tout à fait. Nous sommes dans cette option-là. Et que M. Kabila doit se préparer pour partir. Il faudrait qu'il se rende compte qu'il a tant fait souffrir cette population, ces peuples souffrent tant, et que maintenant, depuis 13 ans qu'il est là-bas, qu'il est au Congo, et je pense qu'il a réduit les droits de l'homme, il a détruit le déficit social du pays. Je pense qu'on doit arrêter là. Et il y a combien de gens qui souffrent en prison? Et Diomi est toujours en prison, les députés... J'allais en parler, donc vous abordez le cas de Diomi. Dr Kankou qui est toujours en prison. Tout à fait, pour rien d'ailleurs. Il y a les pasteurs Coutinho qui est en prison. Ça n'en parlons pas, il est malade, donc, on peut pas continuer pratiquement malade. Alors, une avant-dernière question, oui. Parce que ça va très vite, ça fait 40 minutes déjà on est ensemble, ça va très très vite. C'est un plaisir de discuter avec vous. Nous sommes au Presse Club où nous allons organiser notre forum international pour la liberté de la presse, le droit de l'homme et contre l'impunité. Vous avez vu, donc c'est une salle magnifique. Et j'y réitère encore mes remerciements par rapport à ce que vous avez apporté à notre congrégation journalistique. Merci encore. Et j'allais dire, pour ceux qui disent que voilà, nous devions faire partir Kabila, il ne doit pas rempiler pour le 3e mandat, sinon il violerait la Constitution. Mais certaines personnes disent que voilà, il mettrait à sa place ou sa sœur, entre guillemets, ou son épouse qui fait l'office d'épouse aujourd'hui. Bon, que pensez-vous? Donc, c'est à la Poutine, quoi, si vous voulez. Voilà, nous, la République démocratique du Congo, ce n'est pas un royaume déjà. Et nous savons que le pays est sous occupation. Et lorsqu'il y a l'occupation, le peuple doit se réunir, le peuple doit se rassembler pour bouter dehors l'ennemi. Au-delà de tous ces péripéties, nous travaillons d'abord nous sommes en train de travailler pour pouvoir envoyer l'ultimatum à ces parlements, bien que nous savons que nous voulons épuiser tout. Parlement de Godillot. Voilà, nous voulons épuiser quand même pour que la communauté internationale puisse comprendre que nous sommes des démocrates et que nous voulons pousser la communauté internationale jusqu'au pied des murs pour lui dire que nous sommes là, nous avons travaillé, nous avons demandé plusieurs années. Il y a des combattants qui luttent pour la libération du Congo. Il y a la résistance congolaise qui est là et c'est reconnu aujourd'hui. Mais nous pensons que même si ce régime, c'est un régime tordu pour nous, nous allons rester du côté des démocrates. Ça veut dire que nous avons des démarches à faire. Nous allons déposer l'ultimatum au niveau de l'ONU, au niveau des organismes internationaux pour pouvoir dire que il faudrait qu'ils trouvent une place pour pouvoir mettre M. Kabila, parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes plus en 1960 ou en 1950, nous voulons quand même que l'État, la démocratie puisse reprendre son droit. Alors, il reprend son droit, encore je parle de Caméré, dans ses propositions, il disait que on va donner une certaine garantie à Kabila qu'il ne sera pas poursuivi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? L'impunité, nous, on n'est pas d'accord avec l'impunité. C'est pas lui déjà, c'est pas M. Kamere de le dire. On ne peut pas dire des choses comme ça au moment où nous avons vu que le Congo a perdu 8 millions d'habitants. Est-ce que dans la famille de M. Kamere, il y a une personne qui a été massacrée? Je ne pense pas, parce que celui qui pleure, le peuple qui pleure, les femmes violées qui sont dans un coin, dans les champs, dans les forêts. J'ai encore l'image d'un enfant qui pleurait. Sa mère est décédée, mais l'enfant n'a pas compris que la maman est décédée. Ouais, je connais cette image terrible. Je troque tous les jours dans ma tête. Je pense que c'est les juges, c'est les juristes qui vont pouvoir, c'est le droit qui va prendre le devant pour savoir si M. Kabila sera arrêté ou pas, ou sera jugé ou pas. Ça, ce n'est pas à nous de le dire. Donc je pense que ce que j'allais dire aujourd'hui, pour la communauté internationale, il faudrait qu'ils puissent se rassurer que tout ce qui est les intérêts, parce que nous ne voulons pas aussi qu'il y ait des troubles, bien que nous voulons une révolution. Voilà, c'est pour cela que nous voulons faire les démarches dignes pour pouvoir avancer doucement, pour que la communauté internationale puisse se ressaisir vite avant que les dégâts arrivent. Les dégâts arrivent. Alors, il y a un dégât qui profile à l'horizon.
C'est le dégât de ces messieurs qui s'appellent Roger Lumbala, que vous avez montré du doigt lors de notre dernier entretien. Il s'avère qu'il y a des informations encore concernant ces Roger Lumbala. Est-ce que vous pouvez nous dire encore plus, parce que vous étiez un peu, pas prolixe dernièrement, mais là, vous pouvez nous dire un peu quelque chose par rapport à ça? C'est qu'à ma connaissance, il est venu, il n'a pas été reçu par les officiels, donc il est là. Quels officiels? Il voulait bien, il est venu en France. Hein. Je ne sais pas si les Congolais sont au courant, il était en France. Et quand est-ce qu'il est venu? Il était en France il y a moins d'un mois. D'accord. Et bien voilà, donc ces gens-là, et ce qu'il a fait, c'est plus grave encore. Il n'a pas été reçu par les officiels? Non. Nous travaillons durement pour pouvoir convaincre les Européens, pour qu'au moins les Européens, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas au courant. Bien que les Congolais pensent seulement que c'est les Européens qui nous font du mal. Oui, mais est-ce que les dirigeants, quand on te donne 10 euros pour ton pays, tu dois au moins mettre 8 euros dans la caisse de l'État? Aujourd'hui, il y a 98% des entreprises congolaises, c'est pour tout ce groupe de mafias, moi j'appelle, qui sont à la tête de la RDC, qui est en train de manipuler les peuples. C'est pour cela que les peuples ne peuvent plus. Il ne faut pas que les peuples continuent à s'endormir. Parce que l'histoire du Congo, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Nous connaissons beaucoup et que nous sommes en train de découvrir notre pays et avec beaucoup de tristesse. Parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas préparé l'avenir. Nous avons vu en Afrique du Sud, Mandela a préparé l'avenir. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que nos frères les Congolais puissent vraiment être vigilants, parce que notre pays est en train d'avancer vers sa libération. Donc nous portons cet espoir que demain les choses iront mieux, mais par contre ne laissons plus n'importe qui venir pour pouvoir nous déstabiliser encore et créer toujours des combinaisons un peu sombres pour pouvoir continuer à ramener les pays dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui. Et alors, moi, pardonnez-moi de vous interrompre, parce qu'on est presque à la fin. Comme je disais, 1 heure, c'est beaucoup. Je ne veux pas passer le format 52 minutes, donc on va rester dans ces formats. Dites-moi, pour terminer, aujourd'hui, on voit dans la diaspora des voix dissonantes, des tiraillements, de guerres des chefs, et qui ne sont même pas des chefs, tous ces gens qui veulent faire une guerre entre eux, mais de vrais combattants, des gens qui ont combattu pour la résistance, soit ce qu'elle est aujourd'hui, sont en retrait, n'en parlent même. Ils sont vraiment effacés. Comment se fait-il? Pourquoi il y a toutes ces divisions? Ça viendrait de quoi? Moi, je me demande, pour faire une petite analyse, j'ai dit, mais si le Congo est libéré aujourd'hui par les combattants, mais on va s'entretuer à Kinshasa. Le jour où on va arriver à Kinshasa, on va prendre les armes, on va s'entretuer, on deviendra encore beaucoup plus de dictateurs que ces dictateurs qui sont au pouvoir. Je ne pense pas. Oui, parce qu'on se tire déjà avec par via Facebook. Vous savez, la parole est beaucoup plus terrible que les armes qu'on peut utiliser. Alors imaginez qu'on puisse avoir ces armes entre ses mains. Bon, tous ces bruits-là, c'est vrai que dans le combat, il y a tout ce qui est... c'est vrai qu'il y a des petites querelles, des choses comme ça, des divisions, des tribalismes. Des ragots. Des ragots. Bon, nous, en tout cas, à notre façon de travailler... Et les mensonges. Voilà, c'est des choses qui ne nous intéressent pas trop. Mais par contre, je dois quand même dire quelque chose par rapport à Martin Sali. Parce que c'est vrai qu'il est passé en pâture, on l'a passé en pâture... J'étais en pâture. Bien que on l'a jeté en pâture. Voilà, on l'a jeté en pâture. Bon, moi, étant que président de l'Union des Congolais de la diaspora, donc c'est des frères que de lutte, nous sommes en train de lutter ensemble, nous sommes dans la résistance, et surtout essayons de garder, d'avoir la retenue pour pouvoir ne pas sombrer chaque fois quand on balance quelque chose et puis tout le monde tombe dessus. Moi, vous soutenez ces garçons? Oui, parce que Martin Sali a fait quand même du boulot dans le combat. On ne peut pas être ingrat. C'est-à-dire que c'est un gars qui a beaucoup lutté dans le combat, mais nous devons éviter tout ce qui est prise de pouvoir. Mais ça sera à quelqu'un, cette division? Ceux qui sont là pour diviser le combat. Mais ça sert à qui? Parce que moi, je sais que je comprends. Ça sert à ces gens-là qui disent... Moi, je comprends une seule chose. Je comprends une seule chose où j'ai analysé longuement ces combats. Tous ces gens, ça c'est un appel que moi je lance à tout le monde. Tous ces gens qu'on voit sur les nets
qui parle de mal de tel ou tel combattant, qui parle de mal de telle personne qui s'est battue pour le combat, je pense que c'est là où le mal, c'est là où il y a la gangrène, c'est là où ça vient, la souffrance de ces combats, ça vient de ces gens-là. Voilà ce que je voulais dire, ça c'est ma petite parenthèse. Voilà, permettez-moi de vous puissiez compléter peut-être ce que je viens de dire. Pour que je termine, donc j'allais dire tout simplement, moi je soutiens Martin Sali, et qu'il sache que je serai là pour l'aider dans le conseil aussi. Il faut aussi qu'il mette de l'ordre tout autour de lui et que les choses puissent aller de l'avant. Nous, notre main est toujours tendue pour pouvoir travailler ensemble avec toute la résistance, les personnes qui veulent bien que nous puissions aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle l'union des Congolais de la diaspora. Voilà, c'est ça, chercher l'union. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de... Vous voyez que tout ça, ça ne nous apporte rien du tout. Les gens qui sont là pour déstabiliser le combat, peut-être, j'ai dit aussi aux Congolais, peut-être un jour ils vont encore créer une situation contre moi, parce qu'ils ne veulent pas que les jeunes puissent émerger. Donc moi j'avertis... Les anciens dinosaures. Tout à fait. Et moi j'avertis je vois. Voilà, j'avertis à nos compatriotes, à la résistance congolaise, aux combattants, que je suis leur frère, je suis là. Et un jour, si vous entendez que François Mboukou a fait ça, parce qu'ils vont créer des histoires pour me déstabiliser. Mais moi, étant un homme, je suis dans ce combat, j'ai engagé ma famille dans ce combat, et je pense que je ne me suis pas engagé pour rien, je me suis engagé pour la libération totale, effective du pays. Donc, il faut que le combattant puisse croire à ma sincérité. Donc, je vois des choses, je ne vois pas des preuves, parce qu'on avait dit la fois dernière que dans le rapport de l'ONU, on n'a pas vu le nom de Martin Sali. C'est des gens quand même qui sont bien informés pour pouvoir divulguer les informations. Donc si moi je regarde ce qui est écrit, si je n'ai pas vu Martin Sali dans cette liste de gens, je pense que je dois tout simplement les soutenir. Et il faut qu'il sache qu'il a mon soutien total. Les soutiens, voilà, les soutiens viennent toujours de gens qui veulent unir les gens qui... Je pense que au-delà de l'aspect politique, au-delà de ce que vous faites politiquement, vous avez aussi cette casquette d'homme de Dieu, hein, l'homme qui a pris son baptême pèlerin pour ramener ses brebis égarées vers le droit chemin. Vous l'avez fait, ce travail. J'ai assisté à plusieurs offices que vous avez organisés dans le 77. Donc, je vois à peu près comment se situe votre parcours. Un parcours qui a une certaine probité, une certaine morale, et aussi ce côté de vouloir toujours bien faire les choses, ce côté de vouloir unir les gens, ce côté de vouloir toujours apaiser des situations graves et dramatiques. La raison pour laquelle, moi, j'ai tendu ma caméra, mon micro vers vous, vers votre... combat, qui est l'union de Congolais de la diaspora. J'ai fait mon choix, c'est un choix réfléchi, c'est un choix qui n'engage que moi, parce que les hommes sont des hommes, peuvent changer le jour au lendemain, mais ce qui est sûr, on peut déceler aussi à travers les comportements de ces hommes de la vertu. Et cette vertu-là, vous l'avez, de pouvoir unir les gens, de pouvoir apaiser surtout des situations, et je tenais à vous rendre hommage. Donc, vous êtes un homme de qualité, cette qualité, et moi, je souhaiterais que le Congolais puisse la voir, c'est-à-dire de ne pas stigmatiser, de ne pas montrer du doigt quelqu'un tout de suite, au lieu de chercher à comprendre, on accuse, et à la fin, on ne sait même pas dire pardon. Quand on a reconnu, on a dit que voilà, je suis dans l'erreur, et on se cache au lieu de dire que voilà, je me suis trompé, j'ai sali quelqu'un, mais le Congolais n'a pas cette qualité de dire les choses de cette nature-là. Merci à vous, je tenais à vous rendre hommage, et j'ai dit, venez vous inscrire pour le prochain forum qui aura lieu ici, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de place, il n'y a que de place pour les journalistes, parce qu'on a été débordé par des demandes d'inscription. L'inscription est obligatoire. Celui qui viendra sans l'inscription sera gentiment renvoyé. Merci à vous et à très bientôt. Merci, M. Bongus. Merci. Merci. À bientôt.